Paris est à vous. Les sorties du jour. Sandrine Brunner, bonjour. Directrice de la compagnie Les Planches et les Nuages. À l'affiche donc en ce moment, je disais, dans l'autobus, c'est au départ du Lucernaire, dans le 6e arrondissement. Et justement, on va faire le tour du 6e arrondissement, c'est ça le principe. C'est ça, pas tout à fait le tour, mais en tout cas, ça se passe, donc un spectacle qui se passe réellement dans un bus. C'est vrai qu'il s'appelle Dans l'autobus et parfois les gens viennent au théâtre. Donc dans un petit bus, il faut préciser. De 28 places voilà. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Et les gens au départ se disent peut-être que c'est dans une salle et que voilà. Non, c'est réellement dans un autobus qui est garé devant le théâtre du Lucernaire et qui fait 3 fois par soirée un petit parcours d'1 heure sur lequel il y a 2 escales. Donc on fait une première escale dans un jardin de l'avenue de l'Observatoire où là donc les comédiennes, donc il y a 2 comédiennes et un guitariste. Donc l'équipe artistique descend et emmène les passagers dans l'espace public directement où des textes sont dits, tout comme ça se fait dans le bus d'ailleurs. Donc voilà, il y a une sélection de textes. Une sélection de textes. C'est ça, un montage de textes d'auteurs variés. Donc on travaille avec une metteur en scène franco-américaine qui s'appelle Carol Anderson, qui a fait le choix de textes, qui a travaillé sur le montage. Et voilà, c'est la 2e année qu'on présente ça à Paris. On l'a fait l'an dernier. On l'a fait l'an dernier en août, déjà avec le théâtre du Lucernaire. Et là, voilà. Dans les textes, le choix des textes, il y a une thématique, un fil conducteur ou pas particulièrement? En fait, ce spectacle repose sur justement une espèce de magie comme ça. On raconte pas une histoire, en tout cas, mais il y a un fil conducteur assez large qui est la quête de l'amour, absence et présence d'amour. Voilà, c'est ce que la metteur en scène nous dit souvent. Après, sur ce thème-là, c'est vrai qu'on peut greffer plein de choses d'auteurs très variés. Donc on a du Shakespeare, on a du Guitry, Ionesco, des auteurs beaucoup plus contemporains. Enfin, voilà. Et il faut s'adapter aux conditions de l'autobus. J'imagine c'est un exercice particulier pour un artiste et même peut-être d'être aussi proche de son public. C'est quand même très rare d'avoir son public si proche. C'est vrai. Alors du coup, il y a deux axes. Il y a en effet ce qui se passe dans l'autobus, où évidemment, on est contraint à l'espace. Il n'y a pas d'espace scène, donc voilà. Ça se passe dans les travées, ça se passe dans les sièges, enfin sur les sièges. La proximité avec le public, ça c'est évident, mais c'est quelque chose qu'on adore et qu'on essaye de développer de plus en plus. Je vous parlerai aussi d'une autre expérience peut-être tout à l'heure. Et il y a aussi l'axe de ce qui se passe dans l'espace public justement, où en fait on a évidemment nos spectateurs qui sortent du bus, mais où on a des passants, des enfants qui jouent sur une aire de jeu, des familles qui sont en train de pique-niquer sur l'herbe, alors que nous on arrive là et c'est vrai que voilà quoi, on s'impose avec nos textes, avec la musique. Comment elle est née cette idée ? Elle est née en septembre 2011 parce que moi je suis suisse d'origine, ça fait 11 ans que je suis à Paris. Et en 2011, on m'a fait une commande en Suisse pour un festival hors les murs, où on me demandait une déambulation dans un quartier. Et donc on réfléchissait à un concept à pied. Puis très vite on s'est dit mais en fait s'il pleut ça va être trop dommage, on va devoir annuler. Et la metteur en scène avait dans sa tête le souvenir comme elle est américaine, elle avait souvent pris le gros bus jaune qui emmène les enfants à l'école. Et elle me dit mais ce serait génial qu'on trouve un bus. Et il se trouve que mon frère avait un bus qu'il a pu aménager exprès pour ça. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et là, quand on a décidé de le développer à Paris, on a fait appel à la mairie de Paris pour un soutien financier. On n'a pas obtenu. Non, on n'a pas obtenu. Et qu'on n'a pas obtenu cette année non plus. Le bus, non, qui est mis à disposition. Et il n'est pas mis à disposition, non plus. Malheureusement. Il nous est loué par la mairie de Paris. Mais ça, c'est un gros sujet parce que... Comment on fait alors dans ce cas-là ? C'est un spectacle qui a beaucoup de mal financièrement à vivre, quoi, comme ça, tout seul. Donc là, l'année dernière, on l'a fait en se disant... Enfin, moi, j'avais fait un appel sur un site de crowdfunding. Donc c'est vrai que là, on sollicite beaucoup les proches, les amis. Donc ça avait fonctionné. On avait retiré 3 000 €, je crois, de ça. On avait eu le soutien des affaires culturelles du canton du Valais en Suisse, puisqu'ils étaient aussi nos partenaires à la création. Cette année, j'espérais trouver d'autres partenaires. Ça n'a pas été le cas, mais pour nous, ça paraissait une évidence. C'est vrai que la mairie de Paris nous aide puisqu'on intervient sur le territoire et que, voilà, encore une fois,
Quand on est par exemple dans le jardin de l'avenue de l'Observatoire, il se passe des choses incroyables, tant avec les enfants qui, pour la plupart, sont des habitués de l'aire de jeu. Donc quand ils nous voient arriver, ah, ils sont de nouveau là, etc. Et ils jouent même avec nous, ils font partie du spectacle. La compagnie Les Planches et les Nuages, vous nous en parlez un peu. Déjà, le nom, l'histoire, c'est quoi? Alors, c'est né donc à Paris en 2004. Moi, j'étais arrivée à Paris 2 ans avant. Donc, j'avais suivi quelques cours et puis très vite, j'ai eu envie de m'y mettre, quoi, d'y aller. Donc, j'ai créé l'association. Ce nom-là, c'est parce que il y a les planches et les nuages. Donc, pour moi, les planches, c'est tout ce qui est le travail, vraiment, le plateau, la scène, etc. Et les nuages, c'est l'endroit où on aimerait emmener les spectateurs. Et je crois notamment qu'avec ce spectacle, c'est ce qui se passe. Il y a vraiment une atmosphère assez incroyable qui se dégage. Alors, vous vouliez nous parler tout à l'heure d'un autre événement, peut-être de la compagnie, non? Oui, en fait, cet hiver, on est reparti en Suisse où on nous a demandé cette fois-ci d'intervenir directement dans les transports en commun. Donc on intervenait avec notre guitariste et donc toujours les 2 comédiennes dont je fais partie. On entrait dans les funiculaires, dans les trains et dans les cars postaux en fonction. Et voilà, et on disait des textes et on jouait de la musique à des usagers qui en fait ne s'y attendaient pas du tout. Et il se passait des choses tellement... Tout à coup, commençait à y avoir tellement de vie dans ce moyen de transport que c'était assez incroyable ce qui se passait. Et donc maintenant, c'est un axe que la compagnie essaie de développer aussi avec un nouveau projet qui s'appelle Bulle, la brigade des utopies littéraires. Et on a commencé à mettre en place là en mai, où vraiment, indépendamment de tout spectacle annoncé, on entre par exemple dans un bus parisien, on s'installe, on n'a pas de costume, rien du tout, donc on est des usagers lambda. Et puis tout à coup, on dit un texte. Donc là, on n'a pour le moment pas de musicien parce qu'il faut que ça soit encore plus anonyme que ça. Et pareil, il se passe des choses incroyables. Tout à coup, on a l'impression que les choses prennent vie dans les transports en commun où en général, c'est plutôt assez triste. Dans l'autobus, pour ce spectacle, la clientèle, c'est beaucoup de touristes? On a des touristes, c'est vraiment très 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 varié. On a des touristes, soit qui prennent l'autobus, soit de nombreux touristes qui s'arrêtent sur notre parcours et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, on travaille beaucoup sur l'adresse directe, donc les gens se sentent assez rapidement pris à partie. Donc des touristes, après ça dépend aussi des horaires. Par exemple à 18h, on a beaucoup de personnes plus âgées qui viennent et qui en profitent. Mais sinon, voilà, ça touche tous les âges. On a des enfants parfois. Bon, et ça dure donc jusqu'au 27 juillet. C'est au départ du Lucernaire, dans le 6e arrondissement. Merci Sandrine Brunner, directrice de la compagnie Les Planches et les Nuages. On passe au rendez-vous du jour. Paris est à vous. Le rendez-vous du jour. Le rendez-vous du jour avec Éric Vémont, bonjour. Bonjour. Auteur du guide Paris Off, voilà, je le montre, paru chez Parigramme. C'est la face cachée de Paris, les boutiques décalées, l'art déjanté, c'est un peu tout ça. C'est ça, c'est l'autre Paris. Voilà. L'autre Paris. C'est quelque chose qui se situe à peu près à mi-chemin entre le Paris underground et le Paris insolite. Comment est venue cette idée, cette envie de faire ça ? Alors l'idée, quand je suis arrivé à Paris il y a déjà quelques années de ça, en tant que bon provincial, je nourrissais quelques fantasmes sur cette ville. Et donc je me suis livré à un véritable parcours, une découverte territoriale de Paris pour essayer de prendre le pouls un petit peu de cette ville et de voir ce qu'elle cachait, ce qu'elle recelait. Et donc j'ai fait le constat que malgré tout, il y a encore des lieux culturels, des lieux insolites à Paris qu'il faut pourtant savoir trouver. Oui, voilà. Et ça a dû vous prendre énormément de temps de trouver tous ces lieux parce que j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc c'est un travail de combien de temps ça ? C'est un travail qui a duré entre 6 et 9 mois. Voilà. Ça prend énormément de temps. Et on les découvre comment ? Eh bien, on les découvre tout simplement en sachant se perdre. À Paris. C'est important de savoir se perdre dans des grandes villes comme celle-ci. Voilà, donc ne pas être attiré par ce qui brille et au contraire arpenter les petites rues et puis beaucoup par le bouche à oreille aussi. Voilà, qui aide à trouver des lieux insolites qui ne sont pas. On va prendre quelques exemples. J'avais noté le 6B. Parlez-nous un peu de ça. Alors le 6B, c'est un espace incroyable et ça me tient à cœur que vous en parliez puisqu'il se situe à Saint-Denis, en proche banlieue. Et c'est un lieu qui est incroyable puisqu'en fait, il arrive à innover en termes culturels et à s'inscrire profondément dans une cohésion sociale et sur le territoire.
ce que ne font pas beaucoup d'autres lieux institutionnels qui, eux, entretiennent au contraire une certaine forme de ségrégation à Paris. Le 6B, lui, au contraire, est ancré sur le territoire et crée une véritable cohésion sociale. Donc du bac à sable avec les enfants, du théâtre improvisé, des projections, etc. pendant tout l'été, toute l'année. Voilà. Et il y a une vraie cohésion sociale, c'est ça qui m'a beaucoup marqué au 6B à Saint-Denis. Alors il y a plein d'autres choses, hein, le bike polo, le street golf, des choses plus ou moins connues. Les repas ufologiques. Oui, voilà. Le premier mardi de chaque mois, vous avez l'occasion d'aller disserter avec des spécialistes ufologues dans un centre commercial, dans une cafétéria casino d'un centre commercial de la Défense, les 4 temps de la Défense. Ah, ça c'est insolite en effet. C'est très insolite et puis alors on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de lieux on leur face cachée, c'est-à-dire que si vous voulez éviter d'aller au Sacré-Cœur érigé pour expier les crimes de la commune avec tous les touristes au mois de juillet, au mois d'août, eh bien je vous conseille plutôt d'aller au-dessus du parc de Belleville, à côté de la place Henri Krasuki, et alors là vous aurez un panorama sur Paris qui est absolument incroyable avec vue sur la Tour Eiffel, ce que n'offre pas le panorama du Sacré-Cœur, de Montmartre. Et là, vous passerez un moment incroyable avec des musiciens, des petits bars tout à fait insolites, et vous pourrez même passer des nuits en amoureux qui vous sortira un petit peu du pont de l'Archevêché où il y a les touristes justement. C'est l'anti-touriste en fait, voilà. Et voilà. L'anti-guide touriste. Tout ça retrouvé donc dans Paris Off, paru chez Parigramme. Merci Éric Vémont. Merci à vous. Allez, c'est l'heure de Culture Geek avec Anthony Morel et Delphine Liu. Bienvenue dans Culture Geek. Bonjour Anthony. Salut Delphine. On va parler aujourd'hui des drones. Alors pas des drones militaires, dont on parle beaucoup en ce moment, mais des drones civils qui vont s'inviter de plus en plus dans notre vie quotidienne. C'est vrai qu'on les voit de plus en plus, ces drones civils, à commencer par les jouets. Vous vous souvenez peut-être de l'AR Drone de Parrot. C'était cet hélicoptère, ce quadricoptère piloté par smartphone qui avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie. C'est une boîte française, Parrot, qui fait ça. Ils en ont sorti un autre via une de leurs filiales qui s'appelle le EBee. C'est une grosse abeille ou une grosse mouche à usage professionnel cette fois-ci. C'est-à-dire qu'elle va être en montagne notamment, servir à faire de la cartographie de précision en 2D ou en 3D grâce à des caméras qui sont directement équipées sur le drone. Il y a d'autres sociétés françaises comme AR Drone qui fait comme Delta Drone pardon, qui fait un drone libellule, une espèce de grosse libellule qui va servir là encore à plein de choses. Par exemple, aller repérer le niveau de neige dans les stations de ski, aller secourir ou repérer en tout cas les victimes d'avalanche, aller repérer les micro-fissures sur les barrages hydrauliques. Donc plein d'applications professionnelles. Donc vraiment c'est un marché potentiel qui est absolument considérable et les Français ont vraiment une carte à jouer sur ce secteur. Et alors ces drones, on va les retrouver dans les aspects les plus banals de la vie courante. Par exemple, se faire livrer une pizza par drone, pourquoi pas? C'est ce qui est en train d'être testé en ce moment au Royaume-Uni, où Domino's Pizza, une grande chaîne de livraison de pizza, est en train de tester la livraison par drone. Donc voilà, ils équipent une grosse sacoche sous un drone et le drone va aller se balader comme ça dans la pampa. Alors évidemment, c'est beaucoup plus pratique que les mobylettes ou les scooters parce qu'on n'est pas pris dans les bouchons. Le vol, c'est à vol d'oiseau, donc c'est beaucoup plus court. Après, bon, ça pose un certain nombre de problèmes pratiques quand même, donc c'est vraiment une expérimentation. Autre expérimentation dans une chaîne de restaurants japonais au Royaume-Uni, où encore une fois, vous allez être pas livré cette fois-ci, mais servi par des drones plutôt que d'être livré sur des plateaux. Eh bien, les serveurs utilisent un iPad ou un iPhone et vous amènent vos sushis sur un drone. Voilà. Miam. Il y a ces drones aussi qu'on va bientôt pouvoir contrôler par la pensée. Ouais, tous ces objets contrôlés par la pensée, je trouve ça absolument fascinant. Alors le principe c'est toujours le même, c'est que vous allez avoir un casque pas très joli qui est bardé d'électrodes, qui va capter les signaux électriques qui sont envoyés par votre cerveau et qui va les retransmettre vers le drone. Donc là ces pilotes, ces neuropilotes si on peut dire, ont été formés pendant plus de 3 mois et donc quand ils pensent par exemple main droite, eh bien le drone va tourner à droite. S'ils pensent serrer le poing, ça va faire accélérer le drone. Donc ça demande beaucoup de formation encore aujourd'hui, mais on peut se dire quand même que c'est extraordinaire de pouvoir contrôler un appareil comme ça par la simple force de l'esprit. Et alors les geeks ont évidemment réfléchi à des applications beaucoup moins sérieuses pour ces drones. Oui, plus ludiques on va dire, on va s'amuser un petit peu. Par exemple, on va équiper un drone de pistolets de paintball pour faire des parties endiablées. Donc on met des pistolets de paintball sur le drone, équipés de caméras, et le drone va vous poursuivre et essayer de vous tirer dessus et il faut que vous essayiez de l'éviter. Alors ça c'est des Américains qui ont fait ça, je sais que vous allez adorer Delphine, ils ont appelé ça Game of Drones, référence évidemment à la Game série of Thrones, oui, dont nous sommes fans tous les deux. Tout à fait. Merci Anthony.
Et voilà, Culture Geek avec Anthony Morel comme tous les jours. Restez sur BFM Business. Dans un instant, un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.